Mais vous ressortez aussi les problèmes d'intégration des immigrants. Le fait, par exemple, à l'emploi, oui. là, vous dites, par exemple, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui ont très peu de contacts, qui n'ont pas de réseau. Absolument. Donc, ils n'en profitent pas de ça, et ça, c'est un problème, c'est une barrière à l'entrée, ça. En fait, ce que l'on dit, c'est que, évidemment, nous, on est favorable à des meilleures politiques d'intégration, meilleures politiques de francisation, mais ce qu'on veut aussi, c'est éviter que les gens pensent que le problème est facile à régler. Donc, souvent, quand on a des débats, nous, c'est ce qu'on a remarqué, on dit, ben écoutez, l'immigration, les résultats sont assez mauvais, c'est préoccupant. Et là, ce que les gens répondent, mais il suffit de bien intégrer les gens. Mais bon, c'est un peu une pensée magique, ça aussi, parce que quand on regarde, en fait, c'est quoi les multiples obstacles à l'emploi que rencontrent les gens, on s'aperçoit que ça prendrait des politiques qui seraient beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus coûteuses, en fait, que celles que l'on a actuellement. Donc, nous, on ne dit pas qu'on est contre. Quelle est la première barrière, vous diriez, de l'intégration des immigrants à l'emploi au Québec? Il y a vraiment tout un paquet de il y en a pas caractéristiques. qu'un, là, mais disons, ouais. Je vais vous donner peut-être juste un exemple. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans une économie du savoir. Hein. Ouais. Donc, depuis 30 ans, les résultats économiques des immigrants se sont détériorés. Dans les années 60, dans les années 70, les immigrants qui arrivaient très rapidement rejoignaient la moyenne. Depuis les années 80, ce n'est plus le cas. Donc, il y a une détérioration continue. Et une des raisons qui peut expliquer ça, c'est le fait qu'on a une économie où la capacité à analyser de l'information est devenue de plus en plus importante, la capacité à communiquer de l'information est devenue de plus en plus importante. Et on voit que les immigrants, particulièrement ceux qui ont fait leurs études à l'étranger et qui ne sont pas arrivés très jeunes, ouais. ont des capacités, des compétences en littératie, la capacité à comprendre des textes, la capacité à analyser des textes, qui est très nettement inférieure aux Québécois qui ont le même niveau de diplôme. Donc, je veux dire, notre système d'intégration actuellement fonctionne relativement bien pour faire quelque chose. Il fonctionne bien pour faire en sorte que la plupart des immigrants, assez rapidement, vont avoir une connaissance intermédiaire du français. Donc ça, c'est déjà une belle réussite. Je pense qu'on peut être fier de ça. Mais il faut aussi être conscient que dans une économie du savoir, cette connaissance intermédiaire-là de la langue n'est pas suffisante pour arriver sur le marché du travail et occuper un emploi professionnel. Un exemple personnel, moi, ça fait 12 ans que j'apprends l'allemand. Je me trouve personnellement assez bon. Je peux dire, écouter la radio, écouter la télé. Mais vous pourriez pas travailler en Allemagne. Je pourrais, mais c'est sûr que si demain matin, vous me parachetez à Berlin puis vous dites, voilà, compétitionner avec des Allemands pour des emplois professionnels, c'est sûr que j'ai un désavantage marqué. Donc, c'est un peu la même situation. Hein. Ce qui marque aussi, puis c'est étonnant parce que finalement, ces chiffres-là existent, hein, vous les avez pas inventés, ils existent, il suffit de les colliger puis de les analyser, mais c'est intéressant de les voir comme ça, écrit noir sur blanc. Quand vous dites, par exemple, qu'en 2005 et 2009, puis là, il faudrait voir aujourd'hui les chiffres, mais ça, je pense pas que ça ait diminué beaucoup avec la situation internationale qu'on connaît. Il y a eu Haïti depuis, là, il y a la Tunisie, l'Égypte, bon, il y avait en 2005 et 2009, presque 13% des immigrants qui étaient admis au Québec qui étaient des réfugiés. Et là, vous dites, il y aurait beaucoup de choses à écrire sur le système canadien de protection du statut de réfugié, sur la difficulté qu'on pourrait avoir à départager d'ailleurs les vrais réfugiés des faux réfugiés. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Oui, mais c'est un sujet dont on ne parle pas du tout dans l'ouvrage. En fait, nous, on fait simplement évoquer ça parce que la politique d'accueil des réfugiés, c'est une politique qui n'a pas une finalité économique, donc c'est une finalité humanitaire. Je sais que vous n'en parlez pas, mais moi, je trouve ça intéressant d'aborder la chose, parce que c'est beaucoup, 13%. C'est pas tant que ça non plus. Je veux dire, c'est quand même une composante assez restreinte. Là, mais quand on la rajoute, par exemple, à ceux qui viennent pour rejoindre leur famille, on sait que c'est pas forcément des gens qui vont aller directement sur le marché du travail. Si on l'a bien absolument. compris. Mais c'est sûr que c'est encore une fois, c'est alors, des politiques on en revient qui sont pas à un immigrant sur 3 qui, dans le fond, risque de coûter plus cher à la société que de rapporter. Et si on veut parler de la logique d'affaires toujours. Ouais, mais oui et non, dans la mesure où ça, c'est pas des programmes qui ont des finalités économiques. Je veux dire, quand on accueille un réfugié, on accueille le réfugié parce qu'on considère qu'il est en danger dans son pays. Bon, là, il y a tout un débat, est-ce que le système est bon, le système est mauvais, mais on l'accueille parce qu'il est en danger dans son pays. Donc, le fait que la personne ne va pas avoir une facilité à s'intégrer à l'emploi, c'est triste, mais ça vient pas remettre en question le système. Tandis que dans le cas de l'immigration économique qui est gérée par Québec, alors là, c'est une situation différente parce que là, on utilise ça comme un peu comme une manière d'évaluer le système qui est en place. Hein. Ouais. En gros, ce que vous dites, c'est aussi, l'immigration, faut définitivement pas l'avoir comme la seule source pour nous sauver de notre problème de main-d'œuvre et certainement pas de démographie. Et donc, vous ouvrez la porte à trouver d'autres solutions. Il y a peut-être l'immigration, mais il faut trouver d'autres choses. Alors que ce que vous semblez
semblez dire, c'est que depuis les dernières années, vous pensez qu'on a trop axé, on a tout mis nos œufs dans le même panier de l'immigration, finalement. Ben, c'est-à-dire que pour nous, c'est sûr que l'immigration ne fera pas une grande différence pour ce qui est du vieillissement de la population. La différence qu'elle va faire pourrait être positive ou négative selon la manière dont les immigrants qu'on reçoit actuellement vont performer dans l'avenir. Ça, c'est un peu difficile à prédire parce qu'on sait même pas ce qui va se passer dans l'économie demain. Donc, mais pour ce qui est du vieillissement de la population, là, il y a quand même d'autres alternatives, d'autres avenues qui sont discutées, qui sont présentées, pas dans notre livre, mais en général. Puis là, on trouve le débat est beaucoup mieux informé. Par exemple, tout le monde sait aujourd'hui que on a un problème avec le contrôle des coûts du système de santé, et qu'il faut contrôler ça. Puis ça va être une grosse partie de notre capacité à faire face au vieillissement. On sait aussi qu'on a un problème particulièrement au Québec avec l'intégration à l'emploi des personnes de 55 ans et plus. Et là, on a vraiment beaucoup de progrès à faire également au cours des prochaines années. C'est intéressant. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que d'entrée de jeu, vous le dites très bien, Benoît Dubreuil, vous dites au Québec, bon, on a tous la même... en fait, il y a une certaine époque, on disait tout le monde doit voter du même bord. Aujourd'hui, tout le monde pense un peu du même bord. On a comme adopté l'immigration comme la seule issue. Et là, vous dites, j'adore cette phrase, vous dites, la désorientation n'est pas une mauvaise chose. Dans tous les cas, elle vaut mieux que l'état d'hypnose où sont plongés les Québécois dès qu'il s'agit de réfléchir aux effets de l'immigration. Mais la désorientation ne doit pas conduire à la paralysie. L'effet de l'immigration sur la prospérité du Québec est marginal, mais son effet sur la composition de la population est à la fois profond et durable. Et donc, je trouve que ça résume bien votre livre, ce paragraphe. Absolument, c'est ça. On dit il faut qu'il y ait des débats sur les politiques d'immigration. Puis même, on trouve que ces débats-là ont lieu. Par exemple, tout le débat sur le multiculturalisme. Et sur le nombre d'immigrants aussi. Puis absolument. Vous dites là-dedans, à part Mario Dumont à la DQ en 2006-2007, il n'y a pas grand monde qui est prêt à s'engager sur des nombres. Quel est le nombre? Est-ce qu'il en faut 40 000, 45, 50, 55 000? Là, on dit qu'on n'en a jamais eu autant. Est-ce qu'on en veut autant? Est-ce qu'il faut en avoir autant? Je préciserais même que Mario Dumont, qui était le plus sceptique à l'époque, lui-même disait très clairement dans son entrevue à Patrick Lagacé qu'il était d'accord finalement avec cette théorie économique des effets positifs de l'immigration. Donc nous, on fait ça de façon sans arrière-pensée, on fait ça de manière pédagogique. En fait, on veut simplement informer puis combattre un décalage qu'on a observé. Très intéressant. Alors, je rappelle ce livre, Le remède imaginaire, pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec, écrit par Benoît Dubreuil, mon invité, qui est chercheur postdoctoral en philosophie, et Guillaume Marois, qui est un démographe, on pourrait dire, en gros, là, pour le résumer. C'est publié chez Boréal. On va s'arrêter ici et nous poursuivons tout de suite après la pause. Restez là.